Bienvenue dans cette vidéo où on va terminer le chapitre 3 sur les courants variables, toujours dans les lois générales de l'électricité. Donc dans la première partie du chapitre 3, on avait défini ce qu'était un signal variable, sa forme, ce que c'était qu'un chronogramme. On avait aussi défini ce que c'était qu'une période, une fréquence, et les grandeurs caractéristiques qui sont associées au signal sinusoïdal. C'était valeur max, valeur min, valeur moyenne, valeur efficace et amplitude. Et donc maintenant on va faire quelques exercices sur ces notions qu'on a vues lors de la dernière vidéo, et on va rajouter aussi une petite partie de chapitre qui va traiter de l'expression mathématique du signal sinusoïdal. Donc si on reprend les exercices, donc on va déjà essayer de calculer la période d'un signal qui a une fréquence de 3 kHz. Donc pour calculer la période d'un signal quand on connaît sa fréquence, ça veut dire qu'on connaît f minuscule, et qu'on cherche sa période, c'est-à-dire t majuscule. Et donc dans le cours, on avait vu deux versions de cette formule. On avait vu que f était égal à 1 sur t, et puis également que t était égal à 1 sur f. Et donc c'est cette version-là qu'on va utiliser pour résoudre cette question. Donc t, la période, est égale à 1 sur f, la fréquence. C'est une fréquence de 3 kHz, alors je fais la conversion 1 divisé par 3000, on remet ça en Hertz, 3000 Hertz, et donc si on trouve un résultat sur la calculette qui dit 3,333, alors normalement il y a plein de 3 à l'arrière, mais on va réduire ça à 3 chiffres significatifs, donc on peut dire 3,33 fois 10 puissance moins 4 secondes, qu'on va pouvoir ramener à l'unité qui est la plus significative. Donc quand on est en 10 puissance moins 4, si on se mettait en millisecondes, 10 puissance moins 3, ça ferait 0,3, ce qui n'est pas très joli. Vaut mieux passer sur l'unité, le sous-multiple de la seconde en dessous, c'est-à-dire le 10 puissance moins 6, et donc le microseconde. Et ça me donne 333 microsecondes pour la période du signal. Donc maintenant on va essayer de dessiner ce signal. On précise qu'il est carré, donc ça veut dire qu'il est aussi longtemps à l'état haut qu'à l'état bas. On précise également qu'il s'appelle U, et qu'il est compris entre 0 et 9 volts. Donc quand je dis compris entre 0 et 9 volts, ça veut dire que je donne la valeur de U min, qui serait égale à 0, et je donne également la valeur de U max, qui serait égale à 9 volts. Et c'est le même, qui est toujours cette fréquence de 3 kHz, donc je vais pouvoir aussi indiquer sa période sur le chronogramme. Donc pour ça, je vais dessiner déjà les deux axes, l'axe vertical en volts, l'axe horizontal que je vais tout de suite graduer en microsecondes, et pour bien faire, je vais placer les points importants, c'est-à-dire les points qui correspondent à une période. On a dit dans le cours que quand on avait une période du signal, c'était ce motif qui se répétait toujours de la même manière. Donc ça veut dire que le motif que je vais dessiner entre 0 et 333 microsecondes, je devrais avoir le même entre 333 et 666 microsecondes. Ça veut dire que si c'est un signal carré, et qu'on décide de le faire partir à l'état haut, c'est-à-dire à U max, 9 volts, alors la moitié du temps il sera à l'état haut, à 9 volts, et l'autre moitié du temps, il va être à 0 volts, ce que moi j'appelle l'état bas. Et à 333 microsecondes, comme on aura fini une période, il faudra recommencer ce cycle, c'est-à-dire remonter à 9 volts et redescendre à 0 volts une fois qu'on aura passé la moitié de cette deuxième période. Et voilà ce que ça donne en résultat. Donc une période, c'est bien un signal à l'état haut et à l'état bas. Deuxième période, je retrouve l'état haut et l'état bas, et c'est ce même motif que je vais pouvoir répéter indéfiniment. Et ça, c'est ce qui nous permet de dessiner le chronogramme. Ensuite, on va calculer la valeur moyenne du signal. Donc, on sait que U min est à 0, on sait que U max est à 9 volts. On se doute bien que la valeur moyenne, elle va être grosso modo au milieu, donc on peut deviner que ça va être 4,5 volts. Maintenant, si on veut faire le calcul consciencieusement, on va reprendre la formule du cours qui dit que U moyen, c'est U max moins U min, plus U min, pardon, divisé par 2. Donc U max plus U min divisé par 2. Dans notre cas, U max fait 9, plus U min, c'est 0. 9 plus 0, ça fait 9, divisé par 2, on retrouve bien les 4,5 volts qu'on avait devinés graphiquement. Deuxième exercice.
on va essayer de calculer cette fois la période d'un signal qui a une fréquence de 110 Hz. Ça veut dire que je vais reprendre cette même formule qui me permet, comme à la question 1 de l'exercice 1, de calculer la période. La période, je rappelle que c'est grand T, et la formule, elle dit grand T égale 1 sur F. Cette fois, la conversion va être beaucoup plus simple, puisque on nous donne la fréquence directement en Hertz, et plus en kilohertz. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'utiliser de conversion en puissance de 10, je vais directement écrire 110 au dénominateur de ma fraction. Et en tapant ça bien, on trouve 9,090909, etc. Millisecondes, donc 0,009 secondes. Si on est précis à 3 chiffres significatifs, on va plutôt arrondir ça à 9,09 millisecondes. Ensuite, on va essayer de calculer la valeur maximale d'un signal qui a une valeur efficace de 9 volts. Si je parle de la valeur efficace, là aussi ça me donne un indice sur la forme qu'aura ce signal. La seule forme de signal qui me permet de calculer facilement une valeur efficace, c'est le signal sinusoïdal. Donc du coup, j'en déduis que le signal qu'on essaye de nous faire deviner ici, il sera sinusoïdal à la fin. Quoi qu'il en soit, on va essayer de trouver sa valeur maximale, sachant qu'il a une valeur efficace de 9 volts. Alors je rappelle ce que c'est que cette valeur efficace. La valeur efficace, c'est la valeur d'un signal continu qui serait aussi puissant, qui transporterait la même puissance que mon signal sinusoïdal. Comme mon signal sinusoïdal, il est parfois à 0, il ne transporte pas la même puissance, donc il lui faut une valeur max qui va être plus grande que cette valeur de 9 volts. Si je veux qu'à la fin, il soit aussi efficace qu'un continu de 9 volts. Mais on va voir de combien il doit être plus grand. Pour ça, dans le cours, on a une autre formule qui dit que U efficace égale U max divisé par racine de 2. Mais je vais la retourner pour pouvoir calculer U max plutôt que calculer U efficace. Donc, on sait dans le cours que U efficace égale U max divisé par racine de 2. Si maintenant je veux tirer de cette équation U max égale, il faut donc que j'envoie de l'autre côté le racine de 2. Par rapport à U max, racine de 2 est divisé. Quand je vais envoyer ce terme de l'autre côté du égal, il va se retrouver multiplié par rapport au terme qui est déjà présent, c'est-à-dire U efficace. Je traduis ça en équation. U max sera égal à U efficace fois racine de 2. Le racine de 2 en passant de l'autre côté s'est transformé en multiplication. Dans la foulée, je fais l'application numérique. U efficace, on a dit dans l'énoncé que c'était 9 volts. Je multiplie ça par racine de 2. Il suffit de le taper simplement sur sa calculatrice et on se rend compte que la valeur maximale d'une sinusoïde qui serait équivalente à un continu de 9 volts, c'est une sinusoïde qui monte à 12,7. C'est-à-dire une sinusoïde qui monte à 12,7 et descend à moins 12,7, c'est aussi puissant, ça transporte autant d'énergie qu'un continu de 9 volts. Et maintenant, on va essayer de dessiner ce signal. Je vais lui donner un autre nom que d'habitude, je vais l'appeler W, et c'est une tension de forme sinusoïdale, on l'avait deviné. Pour ça, je vais m'aider des valeurs caractéristiques. Je vais y tracer Umax, maintenant je sais que c'est 12,7. Je vais y tracer également Umin, puisque c'est une sinusoïde, elle est aussi intense, l'amplitude l'emmène de la même manière dans les positives que dans les négatives. Donc je descends à moins 12,7. Et enfin, je sais que en millisecondes, la période, elle sera de 9,09. C'est-à-dire j'aurai une alternance positive et une alternance négative, et ici, je tomberai à 9,09 millisecondes. Et voilà ce que ça donne au final. Donc cette fameuse alternance positive, je repasse à 0 à 4,55, c'est-à-dire la moitié de 9,09. L'alternance négative, je remonte. Et c'est ce motif, alternance positive plus négative, que je vais pouvoir répéter, parce que c'est ce qui correspond à la période du signal. Voilà, ces exercices m'ont permis de dessiner un petit peu des chronogrammes. Maintenant, on va voir mathématiquement, est-ce qu'on peut ramener ces chronogrammes de sinusoïdes à un graphique mathématique. Un graphique mathématique qui serait le résultat d'une fonction de type y égale f de x, sauf que là, on va avoir une fonction bien particulière qui va être construite autour d'un sinus. Donc la représentation graphique d'un signal sinusoïdal, c'est le résultat d'une fonction mathématique. Donc, une fonction mathématique, c'est une valeur qui sera le résultat d'un calcul à partir d'une variable qu'on va faire varier sur une infinité.
Donc là, l'expression mathématique, alors elle peut paraître compliquée quand on la regarde comme ça, mais on va voir que c'est finalement assez simple. U avec le t entre parenthèses, ça c'est le nom de ma fonction. Cette fonction, je vais l'appeler U de t, c'est comme ça qu'on dit mathématiquement. U de t, en fait, ça veut dire que c'est une tension, U, c'est des volts, hein, mais cette tension va varier en fonction du temps. Donc c'est pour ça qu'on met le t entre parenthèses, parce que la valeur de U va dépendre du temps qui s'écoule. Donc cette fonction du temps, U, elle est égale à A. A, on prendra l'amplitude du signal. Je rappelle ce que c'est que l'amplitude, c'est de combien je dévie par rapport à la valeur moyenne. Donc l'amplitude du signal sur une sinusoïde, ben, ça va être l'écart qu'il y a entre 0 et U max. Donc en fait, finalement, c'est la valeur de U max. On peut la confondre, hein. On aurait pu mettre U max, sinus, etc. Mais en réalité, c'est plutôt l'amplitude. Multiplié par, bon, ça c'est un simple opérateur mathématique, et c'est ici qu'on retrouve cette fonction de sinus. Alors cette fonction sinus, elle dépend d'un angle. Cet angle, lui, il est le résultat de cette opération-là. Alors qu'est-ce que c'est que cette opération-là? Ce signe ici veut dire oméga, et oméga c'est ce qu'on appelle la pulsation. On verra après ce que c'est. Ensuite, cette pulsation elle est multipliée par le temps, bon, voilà mon autre variable, plus encore un terme qui s'appelle phi. Phi, c'est le déphasage à l'origine. Ça veut dire, est-ce que la sinusoïde elle commence de 0, ou alors est-ce qu'elle commence à son maximum, ou est-ce qu'elle commence à une valeur qui est comprise entre 0, son maximum ou son minimum. Et donc ça c'est ce qui va me dire à t égale 0, quelle est la position de ma sinusoïde. Donc je vais rappeler donc, ces différents termes. A, amplitude du signal, c'est une valeur en volts. Donc ça, si on doit écrire l'expression mathématique, il faudra la remplacer par un chiffre, hein. Oméga, donc cette espèce de W là, mais en fait c'est une lettre grecque, oméga, en fait c'est la pulsation du signal, et ça s'exprime en radians par seconde. Pas de panique, on va expliquer après comment on peut le retrouver. Plus, donc, c'est ce fameux déphasage à l'origine, et pareil, ce déphasage à l'origine, lui, il est donné en radians. Donc là, bah, en radians, on va voir que finalement, on va prendre notre signal sinusoïdal électrique comme un angle qui serait dessiné autour du cercle trigonométrique, pour ceux qui connaissent. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans les détails du cercle trigo aujourd'hui. Donc, d'où on sort ce fameux oméga? Et bien en fait, oméga va dépendre de la fréquence, et donc du coup de la période aussi. En fait, on trouve oméga en faisant un calcul simple sur la fréquence. On prend la fréquence en hertz, et on la multiplie par 2 fois pi. 2 pi, quoi. 2 fois la valeur de pi. Donc un signal qui aurait 1 Hz, eh ben, je vais avoir une pulsation en radians par seconde qui sera égale à 2 pi fois 1, c'est-à-dire 2 pi. 2 pi radians par seconde. Mais on peut aussi l'obtenir à partir de la période. Comme on sait que f égale 1 sur t, ben, il suffit de remplacer f dans l'équation par 1 sur t, et on se retrouve avec oméga égale 2 pi sur t. Donc voilà les deux manières qu'on a de trouver oméga. On peut le calculer à partir de la fréquence ou le calculer à partir de la période. Et donc f c'est bien la fréquence, mais bon ça on l'a vu avant, et t c'est bien la période. Donc à chaque fois, dans ce calcul-là, il faut ramener à l'unité de base, hein. Si on a des kilohertz, il faudra les convertir en hertz, etc., etc. Si on a des mégahertz, des gigahertz. Et pareil, si l'unité de la fréquence est des millisecondes, des microsecondes ou des nanosecondes, il faudra ramener ça en secondes pour obtenir la valeur correcte de la pulsation en radians par seconde. Le déphasage. Alors voilà un autre terme qu'on peut trouver quand on a plusieurs, en l'occurrence quand on a deux signaux périodiques qui ont la même fréquence mais qui sont décalés dans le temps. On dit alors qu'ils sont déphasés. Donc par exemple ici j'en ai trois signaux sinusoïdaux qui ont la même fréquence, c'est-à-dire qui ont la même largeur, qui ont la même période également. Le dessin, le motif est exactement le même. Je pourrais prendre la période, le motif du premier, de le décaler pour avoir le deuxième ou le troisième. On dit que ces signaux sont déphasés parce qu'à l'origine, à t égale 0, au point de départ, ils n'ont pas la même position. On ne commence pas à dessiner avec le crayon au même endroit. Donc là, par exemple, on voit que le signal
SV de t, lui, il part de 0 et on commence directement avec l'alternance négative. Par contre, le signal SB de t, là, il part de son Umax et ensuite on vient descendre. Donc la période s'arrêterait ici, par exemple. Et donc, en fait, le déphasage qu'on a entre ces signaux, c'est le décalage entre les deux. Et donc le déphasage, on peut aussi l'exprimer en radians. Et donc deux signaux en opposition auront un déphasage égal à pi. Par exemple, si j'ai un signal qui commence au maximum pendant que l'autre est au minimum, ils passeront à 0 en même temps, ils seront complètement opposés. Si je prends par exemple un signal qui serait déphasé en opposition de phase par rapport au signal bleu, là, eh ben, il commencerait au minimum, il passerait à 0 en même temps, il serait au maximum pendant que le signal bleu est au minimum, etc. C'est ce qu'on appelle en opposition de phase. Et les signaux en opposition de phase, ça nous sert notamment quand on veut faire des casques à réduction active de bruit pour éliminer un son. Parce qu'on verra qu'un son, on peut toujours le décomposer en plusieurs signaux sinusoïdaux. Et donc, s'ils sont en opposition de phase, on dira alors que leur déphasage est égal à pi en radians. Et si jamais ils ont un décalage qui est tellement grand qu'on atteint 2π, eh ben, ils seront de nouveau sur la même position. Donc le déphasage, il ne peut pas dépasser 2π, parce que dans ce cas-là, on serait revenu au point d'origine. C'est-à-dire, si je prends le signal bleu, et un autre signal qui aurait un retard de 2π, eh ben, ce retard de 2π ferait en sorte que le point ici, on le ramène au point de départ, et du coup le dessin sera exactement le même. C'est-à-dire qu'on a rattrapé une période complète sur le retard. Et ce retard, je rappelle qu'on ne l'exprime pas mathématiquement sous forme d'un temps de retard, mais bien d'un angle de retard en radians. Et donc, si j'ai un déphasage de 2π, ben les deux signaux sont identiques. Voilà, c'est une première approche de l'expression mathématique du signal sinusoïdal. Si on veut aller plus loin, on peut essayer de regarder ce que c'est qu'un cercle trigonométrique et comment, à partir d'un cercle trigonométrique, on peut retrouver ces différentes formes. Moi, je vais me contenter de vous expliquer ça simplement. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard, mais pour l'instant, on va s'arrêter ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.